Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche, la rétrospective de l'actualité africaine et internationale. Aujourd'hui, la France, l'invitation adressée par Emmanuel Macron au chef d'État du G5 Sahel, ce sera le 16 décembre prochain à Pau. Emmanuel Macron qui leur demande de préciser, je cite, de clarifier leur position, fin de citation. Est-ce une invitation ou une convocation? En tout cas, de Bamako à N'Djamena, passant par Niamey et Ouagadougou, des voix se lèvent pour fustiger cette attitude du président Emmanuel Macron. Nous allons toujours parler du Mali, Kidal, avec cette déclaration du chef du bureau de la MINUSMA à Kidal lors du congrès du Mouvement national pour la libération de l'Azawad, MNLA, des propos à polémique. L'Assemblée nationale les a condamnés, également certains partis politiques, puisque pensant que ça porte à sédition. Nous allons également en parler au cours de ce débat du dimanche. Également le rapport du CSA, le rapport du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Ce sera avec Maître Cheikh Omar Konaré, avocat, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Babara Kono, chercheur à l'ISS Dakar, et Serge Danel, journaliste écrivain. Je vous disais, le président français Emmanuel Macron a profité des 70 ans de l'OTAN en Angleterre, Watford plus précisément, pour demander aux chefs d'État du G5 Sahel de clarifier leur position quant au maintien de l'opération Barkhane dans le Sahel. Le président Emmanuel Macron, que nous écoutons ici. Nous devons, à très court terme, reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel. D'abord et avant tout, avec les 5 États africains, membres du G5 Sahel. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français, parfois portés par des responsables politiques. Voilà, les propos du président Emmanuel Macron créent la polémique, je vous le disais, de Bamako à N'Djamena, en passant par Niamey et Ouagadougou. Des voix se lèvent pour fustiger ces propos, cette attitude. Ici, une compilation recueillie sur les réseaux sociaux, et on se retrouve juste après. C'est ce que nous demandons. Que ce que nous exigeons à la France est le départ pur et simple de ces troupes sur nos sols burkinabés, nigériens et maliens. Et la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire. Ouais. Et au Sénégal. Oui. Nos peuples sont déterminés à plus que jamais à mener ce combat pour faire partir les forces d'occupation étrangères de gré ou de force. Le deuxième message que je voulais faire passer, c'est pour nos chefs d'État. Qu'ils comprennent qu'ils sont face à l'histoire. Qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, qu'ils comprennent que la majorité de la population a les yeux braqués sur eux. Et que le 16, à Pau, tous ceux qui aura, toutes les populations du G5 Sahel auront les yeux braqués sur eux. Qu'ils comprennent une chose, s'ils prennent la meilleure des décisions pour dire la vérité au président Macron, ils auront le soutien populaire. Par contre, s'ils font l'erreur de confirmer à la nouvelle génération qu'ils sont des sous-préfets de la France, qu'un petit Macron peut les convoquer dans une ville de son choix pour les mettre dos au mur, qu'ils comprennent aussi qu'il y aura une nouvelle génération qui va leur dire qu'ils seront opposés et qui vont même manifester leur mécontentement pour dire que ce n'est pas normal. Voilà, Babado Kono, deux extraits ici divergents. Le premier parle de départ même des bases françaises sur le sol africain, sahélien. Mais le deuxième intervenant pense peut-être que les chefs d'État peuvent se rendre à Pau, en France, mais en disant la vérité à Emmanuel Macron.
C'est peut-être l'une des meilleures approches à faire, parce qu'il est difficile dans le contexte actuel que ces chefs d'État n'aillent pas répondre à cette invitation ou cette convocation, parce qu'avec le ton et les mots choisis, c'était beaucoup plus une convocation qui, malheureusement, au lieu de contribuer à résoudre, à faire baisser les tensions ou le sentiment anti-politique française, au contraire, a envenimé la situation, et ça découle un peu d'une mauvaise appréciation, parce que tout ça ne va pas contribuer à changer, à renverser l'opinion, qui se conforte davantage sur le fait que finalement on a une France paternaliste et que les choses peut-être 50 et 60 ans après n'ont pas changé ou ont très peu changé. Mais l'approche, c'est d'y aller, parce que est-ce qu'il y a des choses à dire? Visiblement oui, de part et d'autre, il y a des besoins de clarification, il y a des besoins de redéfinition opérationnelle. Mais pour sortir de cette question en terminant, je dirais que la France aujourd'hui, l'intervenant tout à l'heure l'a dit, c'est toute armée sur plus de 6 ans, même si c'est une armée libératrice, va paraître un peu aux yeux des gens comme une armée de colonisation, une armée d'occupation. Alexis Kalampi. Alors, je voudrais préciser une chose, je ne sais pas si ça peut compter à la décharge de nos chefs d'État. Je pense qu'ils ont tous été appelés par le président Macron d'abord avant l'annonce publique pour convenir de la date, ce qui est officiellement sur le site de la présidence française. Deuxièmement, oui, je pense que c'est même nos chefs d'État qui auraient dû demander cette rencontre pour des clarifications. De part et d'autre, il y a des reproches, il y a des griefs. Dans la collaboration, autant la France reproche des choses, autant nous aussi, on a des choses à lui reprocher ou des choses qu'on ne comprend pas. Donc, oui, il faut se rendre à Pau, oui, il faut clarifier les choses. Maintenant, je pense que ce dont on doit se convaincre au Mali, c'est qu'à l'heure actuelle, on a encore besoin de la présence française. En tout cas, si on se réfère à ce que le ministre de la Défense a dit à l'Assemblée nationale, seuls nous ne pouvons pas nous en sortir. Et ensuite, ce qu'on doit intégrer dans notre analyse, me semble-t-il, c'est que toutes les forces étrangères qui sont là à la demande de la France. Toute la coopération militaire et autres que nous avons pour nous aider, c'est à la demande de la France. Donc, il nous faut faire le bon choix. Mais c'est bon, ce qui est à saluer, c'est qu'il y a une opinion nationale qui s'est éveillée, qui est regardant sur la question et qui va faire en sorte que, au moins, nous l'espérons, les choses se clarifient dans ce jeu-là. La méthode et le ton employés par le président français sont blessants. Il aurait pu user des canaux diplomatiques, il ne l'a pas fait. Il a préféré lancer, non pas une invitation, mais une véritable sommation, et sur un ton comminatoire, c'est-à-dire comme s'il n'y avait aucune possibilité pour ses pairs du G5 de refuser de déférer à cette convocation. Donc je trouve que l'affaire n'a rien de diplomatique. Il s'agit simplement d'un rapport de force que Macron impose, croyant que la situation lui profite et que personne ne peut échapper à l'emprise, j'allais dire à la chape de plomb que la France entend, dont la France entend couvrir son action au Sahel. Alors il dit, j'attends d'eux, autrement dit, je leur ordonne. Il ajoute, je veux, autrement dit, j'exige. Et il va plus loin encore en disant qu'il y a une ambiguïté par rapport aux manifestations qui seraient instrumentalisées par les hommes politiques, autrement dit, par ses pairs. En clair, il accuse ses pairs de susciter des manifestations anti-françaises. Donc moi, vraiment, je reprouve au plus haut degré la manière dont Macron a convoqué nos chefs d'État. Et je serais chef d'État aujourd'hui, je n'irai pas pour. D'accord. Il a convoqué le G5. Et nous sommes 5. Bon, toi, tu représentes le Tchadien, le Nigérien, le Burkinabé, le Mauritanien. Non, moi, je suis le Malien. Qui va aller, qui va pas aller?
Mais non, bon, ça c'est une boutade. Alexis, tu as semé un peu le doute dans ma tête, parce que j'avais cru comprendre qu'un chef d'État d'un pays voisin avait publiquement dit, mais en fait, moi j'ai appris l'invitation... Non, ils ont été appelés. C'est formel. Non. Cher ami Konaré, merci. J'ai cru comprendre qu'effectivement, un chef d'État voisin aurait déclaré qu'il a appris ça sur les ondes. Alors, tu as semé un peu le doute en me disant qu'ils ont été appelés avant. Ouais. Mais je vais vérifier ton information, parce qu'il faut vérifier tes informations. Sur la forme, c'était pas bon, ça ne passe pas. Mais il a dit quelque chose que vous n'avez pas relevé tout à l'heure, Maître Konaré. Il a dit... la France, il a parlé d'abord au nom de la France, mais ensuite il a parlé au nom de la communauté internationale. C'est ça qui est grave. Comme si, pour parler à la communauté internationale, on était obligé de passer par la France. Je pense, donc je suis vraiment réservé, Alexis, tu as créé ce doute-là, pour vérifier si effectivement il a téléphoné d'abord au chef d'État en question. Pour moi, il ne l'avait pas fait. Bon, même s'il l'avait fait sur la forme, je pense quand même qu'il est allé un peu trop fort. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, vous avez le mot, je le répète, ce sont des propos combinatoires. C'est-à-dire vous n'avez pas le choix. Vous êtes convoqué, vous êtes convoqué. Et ça, il aurait pu faire ça autrement, parce que si vous voyez dans ce qu'on appelle Vox Populi, nos Vox Populi, son discours a déplu, c'est-à-dire qu'il y avait une situation de fait, mais le discours de Macron a totalement déplu à tout le monde. Cheikh Oumar Sissoko, qui est un homme réservé, cinéaste, ancien ministre, que j'aime beaucoup, qui s'est un peu mis en marge de la vie politique, pour des raisons qui lui sont propres, il a écrit, comme vous savez, une lettre ouverte aujourd'hui que j'ai lue, parce que, évidemment, le ton utilisé n'était peut-être pas le ton qu'il fallait utiliser. Oui, Alexis. Oui, voilà, c'est dit, je mets la déclaration, je ne prends pas position pour clarifier d'abord, mais je mets la déclaration dans le contexte. Avant cette déclaration, juste après la mort des 13 militaires français, la première déclaration de Macron, c'était « toutes les options sont sur la table ». La veille de l'inhumation, c'était « toutes les options sont sur la table, sauf à partir du Sahel ». Et cette déclaration est venue à l'OTAN parce qu'il est allé solliciter plus d'implication de la part de l'OTAN au moment d'ailleurs où il y avait une grande polémique à leur sein. Mais ce que je voudrais vraiment dire à ce stade, c'est que oui, je comprends ces reproches à l'égard de nos chefs d'État, aussi bien les partis au pouvoir que même les partis d'opposition en vue. On n'a jamais vu quelqu'un monter en première ligne par rapport à des questions spécifiques contre la France. Est-ce qu'ils sont en train d'exploiter l'or à Kidal ou l'uranium? Est-ce qu'ils ont favorisé des choses pour les rebelles et les djihadistes? On n'a jamais vu quelqu'un d'officiel prendre leur défense. Okay. Quelque part, ça peut frustrer. D'accord. Bon, Ragon, est-ce qu'il n'y a pas une erreur d'appréciation de la part du président Emmanuel Macron quand on demande aux chefs d'État de clarifier leur position? On devine déjà la position des chefs d'État. Elle est connue. La position également des populations de ces pays-là, elle est également connue. Elle n'est pas la même. La position des populations n'est pas souvent la même que celle des chefs d'État d'y rencontre avec les chefs d'État du G5 Sahel. Mais si les populations du Sahel ont leur perception sur l'intervention française, on ne sortirait pas de l'auberge. C'est absolument ça, et c'est le bémol dans cette convocation, parce que la France est présentée comme un pays de démocratie et de garantie des États de droit. Donc la France est très bien placée pour comprendre que l'une des valeurs de la démocratie, c'est justement l'expression plurielle des courants de pensée et d'opinion. Donc c'est vrai que c'est dérangeant et c'est un peu difficile à accepter que de plus en plus dans ces pays, malgré l'engagement de la France et de la communauté internationale, qui est une opinion qui réprouve cet engagement-là. Et elle le fait, cette opinion, sur des perceptions et sur le sentiment de l'échec des solutions militaires. Donc c'est là qu'il fallait comprendre. Donc ça demandait une remise en question de la façon de faire, une remise en question de la façon dont la coopération est faite, mais une remise en question de la visibilité qu'ont les masses des opérations menées, qui sont certes aujourd'hui nécessaires, mais qui sont toujours insuffisantes, parce qu'on voit que la situation continue de se dégrader. Donc il fallait faire une meilleure lecture de cette opinion, et je reviens sur la question de la démocratie et de la garantie de l'expression plurielle des courants de pensée et d'opinion, parce que
ces présidents, qui soient derrière ou pas, ne peuvent pas changer cette opinion-là. Et en démocratie, on ne demande pas à quelqu'un de justifier l'opinion de son pays, futur président. Oui, Alexis, est-ce que ce ne serait pas l'un des enjeux de Pau, du sommet de Pau, s'il arrivait à se tenir? La rue à Bamako, en Djamena ou à Niamey n'est pas sur la même longueur d'onde que les présidents du Tchad, du Niger et du Burkina. Elle est un peu déconnectée, la rue, avec les chefs d'État. Est-ce que ce ne serait pas l'une des difficultés de cette rencontre de Pau? Mais non, ça fait justement l'intérêt de la rencontre de Pau. Les populations et la rue ont des perceptions basées sur leur manière de voir les choses. Ni la France, ni les dirigeants n'ont jamais rien fait pour corriger ça, et les faits sur le terrain n'ont jamais démenti cette perception-là. Donc, je pense que oui, et les griefs sont vraiment clairs. Vous êtes là, on n'a pas l'impression que vous nous aidez. Vous êtes là, on a l'impression que vous profitez. Vous êtes là, on a l'impression que vous soutenez les adversaires. Donc, autant la France va peut-être dire ou demander à nos dirigeants de déclarer publiquement et solennellement qu'on veut que vous restez, autant elle sera obligée de clarifier sa position, parce que tous les jours dans la presse, vous voyez des choses contre des hommes politiques français, contre des fonctionnaires qui viennent faire des choses. Donc, c'est nécessaire qu'il y ait cette rencontre de Pau, et que autant la France attend légitimement de nos dirigeants des clarifications, autant que l'opinion nationale attend également, et de la France et de nos dirigeants, les mêmes clarifications. Oui, je pense que, non, je vous arrache la parole. Allez-y. Sur la question. Oui. Moi, je suis simple citoyen malien, société civile, sans attache partisane, et je ne suis pas au gouvernement. J'ai applaudi lorsqu'en 2013, la France est intervenue à Konna pour bloquer les forces séparato-terroristes. Mais lorsque j'ai vu que la France a libéré tout le pays en laissant Kidal entre les mains des rebelles, j'ai déchanté. Donc son action est apparue à mes yeux comme une action ayant des arrière-pensées de division de mon pays. Et depuis, je reprouve l'action française. Il y a des millions de citoyens maliens, burkinabés et autres qui pensent exactement comme moi. Donc le fait que des chefs d'État aient signé un document, même notarié, et le remettre au président français, ne change pas ma conviction que l'action française est insuffisante et qu'elle doit être changée. Maintenant, c'est ce changement qui peut arrêter les manifestations anti-françaises. Ce n'est pas la signature des chefs d'État. Mais ce que Macron veut, moi je le comprends, c'est de retourner les opinions publiques africaines contre les dirigeants africains, n'est-ce pas, et faire en sorte que les peuples comprennent que la France n'est pas là d'elle-même, elle est là à la demande des chefs d'État. Mais encore une fois, ça ne changera rien à la situation, et c'est de la mauvaise politique. Je pense que ce que vous dites est réducteur. Il ne faut pas penser que nos chefs d'État, parce que j'imagine qu'ils sont en train de s'appeler, il y avait le sommet de l'OMVS ici, vous avez vu que le Mauritanien a eu un aparté avec le Malien, ils sont en train de se concerter. Il ne faut pas penser, de mon point de vue, qu'ils vont aller, les 5 vont aller là-bas et signer un document pour dire oui, nous voulons que vous soyez là, voilà, nous sommes d'accord avec vous, officiellement nous allons régler. Non, parce qu'il y a aussi des griefs. Il y a aussi des griefs. Et moi, il y a quelques chefs d'État de la sous-région que je vois quelquefois. Mais vous, quand vous êtes en privé, vous sentez quand même qu'il y a des griefs. Si vous prenez par exemple le G5, ce qu'ils avaient souhaité ici, c'est que le G5 puisse avoir auprès des Nations Unies un mandat international. Ça n'a pas été le cas. Mais ça, par exemple, la France peut intervenir. Les États-Unis peuvent intervenir. Il y a des griefs dans le dispositif du militaire français, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, etc. Donc, ce ne sont pas des présidents, je pense, que ce ne sont pas des présidents, ce ne sont pas des bénis oui-oui qui vont aller à Pau.
par correction, ils vont partir, mais là, tu vas vraiment semer le doute dans ma tête. Je ne sais pas si vraiment ils avaient été appelés ou bien ils ont été convoqués. On verra ça, je vais vérifier. Mais ils ont aussi, je pense, quand même, une ligne de défense en disant oui, nous sommes d'accord avec l'intervention française, mais nous pensons que dans tel domaine, il faut changer les choses, dans tel domaine, il faut changer les choses, dans tel domaine, il faut changer les choses. Ouais. Je ne pense pas que ce soit des bénis-oui-oui qui vont aller à Pau, mais des gens qui vont se concerter. Vous savez, hein, quelqu'un comme le président Déby, c'est plutôt difficile de lui faire la morale. Et quelqu'un comme Ibeka, quand il s'y met, c'est pas aussi facile de lui faire la morale. Ouais. Donc ce sont des gens qui vont, à mon avis, discuter d'égal à égal avec le président de la République française et lui dire un certain nombre de choses, même quand on écoute le président que vous avez cité tout à l'heure, il a dit nous avons des choses à dire. Ok, vous avez parlé des présidents, vous les avez cités, je crois qu'on a une caricature, hein, je ne sais pas si on peut la voir par rapport à ce thème, voilà. Si on peut le voir en plan large, hein, intégralement la caricature, voilà, sur un terrain de rugby, on voit quelqu'un qui porte le maillot des Bleus, qui ressemble à Emmanuel Macron. Écoutez les amis, je suis fatigué de plaquer pour être traqué et attaqué, je suis claqué, à vous de décider si je dois continuer ou quitter votre terrain. Et il y a un joueur qui ressemble au président de la Mauritanie qui se demande est-ce que réellement suis-je concerné par cette plainte? Et il y a un autre joueur, je ne sais pas à qui il ressemble, qui dit à la quatrième des mains que la vérité triomphe. Et voilà, c'est signé Freddy Matar. Ibeka n'était pas là, je ne crois pas. J'ai pas reconnu. Voilà. Baba Dakono, vous avez reconnu Ibeka ou... C'est pas les bonnes lunettes. D'accord. Baba Dakono, certains Africains également hein, du Sahel pensent que c'était à Emmanuel Macron. L'idéal aurait été que lui fasse le tour des capitales pour expliquer à l'opinion la position de la France, qui semble incomprise par moments. Ça, c'est peut-être l'idéal du point de vue des Africains. Et c'est important de savoir que le président français a aussi son idéal. Et le contexte dans lequel il se trouve, c'est pas seulement en Afrique qu'il y a une montée en puissance de cette volonté de voir les troupes françaises se retirer du Sahel. En France également, je crois, il y a eu quelques semaines un sondage qui créditait de 58% des gens favorables aujourd'hui, en France, au sein de l'opinion française, favorables à un retrait des troupes françaises. Donc, 8%, c'est la marge, elle est vraiment limite. Donc il y a cette volonté de rassurer un peu l'opinion française que le président français fait ce qu'il faut pour changer les choses. Il y a également, on peut imaginer cette pression des acteurs militaires qui sont aujourd'hui au premier plan de cette intervention. Donc en plus de subir la pression de l'opinion nationale, il peut y avoir la pression des acteurs sécuritaires aujourd'hui. Et il y a tout ce qui s'est passé récemment. Donc Pau, c'est aussi, il faut le rappeler, c'est aussi la ville qui abrite le 5e régiment, qui est le groupe le plus important en termes d'engagement et qui paye le tribut le plus important. À titre d'exemple, c'est, je crois, 7 des dernières victimes ou héros, suivant comment ça a été célébré, sur les 13. Donc c'est symbolique pour lui, c'est une tentative de rassurer l'opinion. Donc il le fait de sa perspective, notamment française, mais également d'homme politique dans un contexte politique assez confus. Alexis Calandri, on a vu certains analystes aussi qui pensent que les chefs d'État sont dans une espèce d'équation de danse fatale. Hein. Si ils vont à droite, c'est fatal, à gauche, c'est fatal. Et s'ils restent cantonnés, c'est également fatal. Ils sont entre les opinions de leur pays et peut-être, je ne dirais pas la foudre de la France humiliée, revancharde. Ça également, c'est une hypothèse qu'on entend. C'est vrai que ce n'est pas facile, ce n'est facile pour personne du reste. Comme Baba disait tout de suite, il y a une opinion française qui est de plus en plus contre, parce que à cause des morts qu'on voit. Mais je pense que nos chefs d'État, dans un premier temps, ont été victimes de leur mutisme face à la montée des oppositions, surtout chez nous où on est très nationaliste, on ressentait cette présence comme une recolonisation. Et d'ailleurs, ça ressortait tout le temps. Mais il faut juste reconnaître que les bases militaires étrangères sont partout et ça n'empêche rien. Il y a des bases étrangères en Allemagne, par exemple, il y en a au Japon, mais
quelque part, c'est un adjuvant et nos autorités auraient dû le faire comprendre aux opinions. Ça n'a pas été fait. Mais ce qui est sûr, c'est que la rencontre, contrairement à ce que pense Maître, permettrait à tout le monde, pas de faire une déclaration écrite, mais que chacun dise ce qu'on reproche à l'autre et à la limite qu'on voit comment acheminer, mais en étant clair sur des points précis. Premièrement, nous avons besoin de la France, encore, dans la lutte contre le terrorisme. Deuxièmement, le départ de la France pour le moment signifie le départ de la communauté internationale, parce que j'imagine nous n'avons pas une voix qui porte suffisamment pour convaincre tout le monde de venir. Mais avec l'aide de la France, effectivement, l'ambassadeur russe qui vient de partir a passé son temps à dire ça nous plaît quand on nous réclame, mais malheureusement nous ne pouvons pas venir. Oui, Maître Konaré, oui, Baba. Oui, juste enchérir sur ce que Alexis disait tout à l'heure, mais il ne faut pas occulter également qu'aujourd'hui, le départ de la France et de la communauté internationale, c'est aussi un aveu d'échec et de la France et de la communauté internationale au Sahel. Ok, Maître Konaré, par rapport au fait que les chefs d'État soient en face à l'opinion de leur pays, également face à une inquiétude, la France peut se fâcher, certains peuvent l'envisager comme ça, ou ça ne doit pas être un problème, l'après-Pau, l'après 16 décembre. Vous voyez des difficultés là où il n'y en a pas. Non, je pose des questions. Non, j'arrive. Serge, Alexis a parlé de difficultés, de complications, il n'y a rien de compliqué ici. Macron, il ne lui viendrait jamais à l'idée de convoquer Donald Trump ou le président chinois de cette manière. S'il l'a fait avec nous, c'est parce qu'il ne nous considère pas. C'est pourquoi, si j'étais chef d'État, je ne partirais pas. Mais si les chefs d'État vont, parce que la décision leur appartient, si les chefs d'État vont à Pau, ils doivent exiger deux choses. La première chose, c'est que la France prenne l'engagement dans le même document qu'ils vont signer. Dans le même document où ils vont réaffirmer leur demande de la présence militaire française, ils doivent exiger que la France prenne l'engagement de restaurer l'État et l'armée maliens à Kidal. La deuxième chose, c'est que la France prenne l'engagement de transformer le mandat de l'aménagement ou du moins de soutenir une telle transformation. Si ces deux exigences figurent dans le même document que les chefs d'État vont signer et où ils réaffirment leur demande de la présence française, alors les chefs d'État auront gagné. Ça, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Ok. On va mettre Konaré dans la délégation d'Ibeka. Ça va très bien. Vous allez dire ça là-bas. D'accord. Non, mais moi, je suis persuadé que les chefs d'État africains ne vont pas là-bas comme des béni-oui-oui. C'est-à-dire que diplomatiquement, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. C'est vrai que le temps, moi, je suis désolé, je me souviens d'Alpha Omar Konaré ici. À l'époque, c'était à l'époque de Chirac, c'était moins grave. Il avait invité les chefs d'État à venir à Dakar. Konaré a dit, moi, je ne vais pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais rien ne lui est arrivé. C'est pour ça. À l'époque, il y avait un Premier ministre. Et puis, il y avait un Premier ministre qui s'appelait... Qui l'aurait encouragé à ne pas partir. J'ai appris beaucoup. Donc, c'est évident, est-ce que vous voyez? Mais je suis sûr que les chefs d'État africains ne vont pas là-bas comme des béni-oui-oui. Ils ont des choses sur le cœur. Moi, je connais par exemple un chef d'État de la sous-région qui m'a dit un jour, mais il ne faut pas penser que lorsque nous discutons en huis clos du G5, c'est aussi facile que ça. Lorsque, par exemple, l'Arabie Saoudite nous donne 100 millions de dollars, mais il y a des pays occidentaux qui veulent prendre cet argent pour nous donner des armes. Nous disons non, nous voulons créer nous-mêmes une fiduciaire pour gérer les fonds qu'on nous donne. Puisque quand la France ou l'Allemagne dit je donne 5 millions de dollars au G5, c'est pas du cash flow, c'est pas du pognon qu'on donne pour que Konaré aille acheter un véhicule. Non, c'est de l'armement qu'on donne. Nos chefs d'État ne sont pas, peut-être qu'ils sont coincés diplomatiquement, ils vont pas répondre à Macron, mais je n'ai pas du tout l'impression que ce sont des béni-oui-oui qui vont aller à Pau. Oui, pour moi, il ne faut pas se tromper sur les rapports de force. Autant, peut-être un chef d'État français ne peut pas convoquer Macron, disons Trump, autant Trump peut convoquer un chef d'État français. Et encore que dans notre situation, nous sommes dans une position des plus inconfortables où nous avons besoin de la France et
du moins ça nous expose, ça fait en sorte qu'on n'est pas en puissance et qu'on peut exiger pour notre intérêt, on est obligé souvent d'avaler des couleuvres. Oui, ok, allez-y, oui. Vous savez, ce problème pose la question de la liberté. On ne peut pas être libre lorsqu'on pense que notre sort dépend de quelqu'un ou d'un pays. Autant la France, nous avons besoin de la France dans beaucoup de domaines. Autant aujourd'hui, contrairement aux menaces qu'il est en train de proférer, Macron ne peut pas se retirer du Sahel. Je vous le garantis, si les forces séparato-terroristes prennent Bamako, c'est les intérêts vitaux de la France qui seront menacés. Et au Sénégal, et au Maghreb, et en Côte d'Ivoire. Et rien n'empêchera les djihadistes d'aller en France. Donc ils ne sont pas là pour nous, ils sont là pour se défendre d'abord eux-mêmes. Et la preuve, ils payent pour venir. Ils payent pour venir. Et quand Djongounda appelait la France à intervenir à Konan, les forces françaises étaient déjà préparées à intervenir. C'est vous dire la France a besoin de nous. Il ne faut pas penser que c'est nous qui avons besoin de la France de manière exclusive. Les intérêts sont réciproques. Et si Macron doit traiter avec nous, il doit le faire avec respect. Ok. Baba Dakono, la question que j'avais envie de poser, puisque même dans l'histoire des relations franco-africaines, il y a des cas similaires. Une fois, la Guinée a dit non au général de Gaulle. Vous voulez l'indépendance, prenez-la. On se rappelle également le sommet de la Baule, où le soutien de la France avait été conditionné à l'ouverture démocratique. Il y en a qui ont accepté, d'autres pas. Aujourd'hui, il y a un sommet à Pau le 16 décembre, l'après-sommet. La France humiliée, est-ce que vous pensez qu'il ne faille pas qu'on puisse penser ainsi, qu'on ne fasse pas allusion à l'histoire par rapport au sommet de Pau? Justement, si le sommet est abordé à partir de l'angle oui ou non face au maintien des troupes françaises et de la communauté internationale au Sahel, oui, ça, on a des allures de 58 et bien après. Je pense que cette question ne peut pas se résumer à un oui ou à un non. Je crois que ça a été dit autour de cette table. Serge l'a rappelé tout à l'heure. Les gens ont envie de dire la question de Macron, on a l'impression qu'elle est fermée. Elle ne peut pas être fermée. Elle peut pas être fermée. Mais justement, si jamais c'est une question fermée et que les chefs d'État africains ou les chefs d'État du G5 acceptent cette fermeture et que ça soit un débat entre le oui ou non, c'est que c'est du temps perdu, de l'énergie perdue et une opinion nationale encore remontée. Mais je voudrais sortir un peu de Pau, parce que Pau, ça a donné l'occasion de voir un véritable débat panafricain. Mais comme tous les débats panafricains, ce qu'on observe et qui va peut-être demander aux Africains, en tout cas ceux qui réfléchissent, de sortir du confort dans lequel tout le monde est plongé actuellement, c'est de proposer des alternatives. J'ai écouté, j'ai lu, vous avez passé 2 éléments, toute cette semaine des observations des gens qui sont contre la présence, mais il n'y a presque pas de visibilité sur l'alternative. Et c'est ce qui freine les gens, parce qu'on ne peut pas donner, je parle de l'élite, qu'elle soit politique ou scientifique, on ne peut pas demander aux gens de sauter vers l'inconnu ou dans le vide, sans donner ne serait-ce que l'illusion d'une alternative possible, crédible et réaliste. L'après-Pau, Serge Daniel, ça peut changer des choses, puisque de toute façon, il y a un avant-Pau, il y aura également un après-Pau, qu'on le veuille ou non, mais quel peut être l'impact de l'après-Pau sur les événements sur le terrain? Il faut souhaiter qu'il y ait une nouvelle respiration politique, une nouvelle respiration militaire sur le terrain, plus de coordination, je trouve, entre les forces qui sont sur le terrain, plus, contrairement à ce que certains pensent, je crois qu'on peut mener des forces, on peut équiper, former des forces du G5 dans le Liptako-Gourma, avec un appui français, avec un appui de la MINUSMA, mais de manière plus coordonnée. La faute n'est pas que dans notre camp, la faute est aussi dans le camp des autres. Et encore une fois, je le dis, c'est dommage parce que ce sont des propos diplomatiques, on ne veut pas vexer. Il y a des choses que nos chefs d'État ne disent pas, mais il y a des choses que nos chefs d'État reprochent à leurs partenaires européens. Et des choses justes, malheureusement, qui ne peuvent pas étaler à cause peut-être des rapports de force, etc., dans la presse ou en public.
Voilà, pour une actualité que nous allons suivre de très près. Deuxième thème de ce débat du dimanche, Kidal, le congrès du MNLA, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, avec le discours du chef du bureau de la MINUSMA qui, je cite, a parlé de délégation venue du Mali, comme si Kidal ne faisait pas partie du territoire malien, comme si Kidal n'était pas la capitale de la 8e région administrative. Maître Konaré, ça a fait polémique. Il y a eu une tentative d'explication du représentant de la MINUSMA. Également, il y a eu des communiqués, des condamnations. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'ai pas entendu d'excuses présentées par M. Christophe Sivillon par rapport aux propos séparatistes qu'il a tenus. Et en l'absence d'une telle contrition, j'estime que l'intéressé doit être purement et simplement expulsé du territoire malien. Et je comprends qu'il ait tenu de tels propos parce qu'il s'est retrouvé dans une ville conquise et gardée par des forces séparato-terroristes, lesquelles forces se permettent même de tenir un congrès, donc des festivités, alors que le territoire appartient à la République du Mali. Je demande au gouvernement de chasser ce monsieur et sans délai. Oui, Alexis Calambri. Oui, en fait, je pense que ce qui a envenimé la polémique, c'est peut-être également le fait que c'est un Français. Ensuite, le débat, c'était est-ce que c'est un lapsus ou est-ce que c'est calculé. Personnellement, je penche plus pour le fait que c'est volontaire ou qu'il n'a pas mesuré la portée ou peut-être qu'il s'attendait à ce que ça passe inaperçu. Mais en tout état de cause, on ne peut pas croire que la MINUSMA puisse se permettre de tenir des propos comme ça en l'air. Je pense que quelque part, il y a vraiment besoin de clarification et que ça ne doit pas rester en l'état. Oui, Serge Daniel. Alors c'est très important parce que moi j'ai amené les textes. En fait, il a parlé des délégations venues, c'est très important, hein, il a parlé des délégations venues du Mali et de l'étranger. Mais plus loin, et ça c'est le problème, c'est lorsqu'il parle de l'idéologie du MNLA. Parce qu'il a fait comme s'il validait, enfin, les propos étaient très malheureux dans le cas. La MINUSMA l'a condamné. Vous savez que les deux responsables de la MINUSMA étaient au ministère des Affaires étrangères. Tous ont dit, ce n'est pas normal, c'est inacceptable. La Cour constitutionnelle était plus loin, en disant, il faut que le gouvernement agisse. Je pense que dans une semaine, on va voir ce qui va se passer. Mais ces propos n'étaient pas des propos qui devaient tenir. Ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Quand on a un niveau de responsabilité aussi élevé, qu'on appartient à une mission dans un contexte où justement cette mission est décriée à l'instar d'autres organisations, on doit se sentir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc on doit savoir en tant que diplomate comment on bouge. Mais pour moi, au-delà de cet incident, qui est beaucoup plus une faute à mon sens qu'une erreur, il faut quand même que la MINUSMA tire les leçons de cet incident-là et que la mission se ressaisisse et prenne la température de l'environnement aujourd'hui dans lequel elle évolue. On a vu le communiqué du gouvernement, Alexis Calambri, signé Tchébélé Dramé, le ministre des Affaires étrangères. Beaucoup d'entre nous qui aimons la plume de Tchébélé Dramé, on s'est posé la question si c'était réellement le ministre Tchébélé Dramé, puisque ce verbe-là, il n'y avait aucune verve dedans. On se demandait si c'était Tchébélé Dramé. En fait, il est dans un autre contexte. Ce n'était pas l'homme politique, c'était pas le militant parrainant, c'est le ministre des Affaires étrangères. Et on sait, c'est un secret pour personne, surtout pas autour de cette table, qu'il avait, et il a été le premier à demander la tête du monsieur, même s'il ne l'a pas fait par écrit. Donc, je pense que en liant justement cela à tout ce qu'il y a, justement la réunion du comité de coordination et toutes les autres avancées qu'ils étaient en train de négocier, je pense que oui, c'était laborieux, ils cherchaient vraiment les mots et les termes, mais
en le plaçant dans le contexte, on peut comprendre. Oui, cette dernière, on disait que la rue, hein, l'opinion était déconnectée avec les chefs d'État. Ça, ce sont des situations qui confortent l'opinion dans leur position, comme quoi il y a une duplicité entre les États français et sahéliens. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos dirigeants ont des choses à dire, mais qui n'arrivent pas à dire. Voilà. Moi, j'ai lu le fameux communiqué du ministère des Affaires étrangères. J'étais d'ailleurs très étonné que ce ne soit pas le porte-parole du gouvernement qui ait fait le communiqué. Bon, vous avez dit la MINUSMA. Qu'est-ce qu'il a dit dans le tweet, le ministre de la Communication? C'était beaucoup plus philosophique. Ah bon, d'accord, voilà. Moi, j'étais étonné parce que c'était le communiqué des Affaires étrangères n'était pas, je dirais pas sans saveur, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de saveur dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères parce qu'on s'attendait à un communiqué plus ferme. Le communiqué plus ferme est venu plutôt de la part de la Cour constitutionnelle, qui dans la dernière phrase, pourtant la Cour constitutionnelle n'est pas célèbre, n'est pas populaire autour de cette table, mais qui a dit, qui a demandé au gouvernement de tirer les conclusions qu'il fallait tirer après, les conclusions qui s'imposaient après cet acte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une semaine, on verra clairement ce qui va se passer. Ouais, vous voulez ajouter quelque chose, non, juste ce que je retiens au-delà de tout ce qui a été dit, c'est que s'il y a une question aujourd'hui qui fédère tout le monde, c'est bien entendu la question de l'unité nationale. Et c'est cette question, ce statut de Kidal aujourd'hui qui cristallise quand même l'attention dans sa majorité dans le pays, parce qu'après l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, on a l'impression opposition-majorité, tout le monde est d'accord que ce qui s'est passé à Kidal n'était pas acceptable et que des sanctions devraient être sûres. Et c'est rare par ces temps que tout le Mali soit d'accord sur une question. C'est tellement rare qu'il est important de le souligner. Surtout, ce qu'on aurait que la MINUSMA a condamné l'acte de son représentant. C'est évident. Vous savez, devant certaines situations, on n'a pas besoin de communiquer. Voilà. Et on a besoin de décision. Le monsieur a parlé, il doit payer pour ce qu'il a dit. Il doit être chassé. Surtout qu'il n'a pas l'excuse de la langue. C'est un Français, il sait ce qu'il dit en français. D'accord. Dernier thème de ce débat du dimanche, Kidal toujours avec le report du CSA, le comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. On se pose la question, Serge Daniel, si l'Algérie est un peu fâchée, puisqu'apparemment le report proviendrait de là. Oui, on peut se poser la question. Certains ont voulu dire non, c'est parce qu'ils ont une présidentielle là-bas. Je ne crois pas que s'il s'agit d'une question d'élection présidentielle qui empêche un ministre algérien de venir ici pour 2 jours et repartir. Parce que ce sont les Algériens qui sont ils sont présidents du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. Or, vous savez que la session qui devait se tenir à Kidal a été annulée à la demande du gouvernement malien via le ministère des Affaires étrangères. Et peut-être l'une des raisons, l'une des hypothèses, c'est que les Algériens sont fâchés, ils ont voulu peut-être marquer le coup. Mais c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Pour moi, c'est un non-événement. Pour moi, le comité de suivi, là, c'est juste rassembler des gens pour manger des salaires à la fin du mois. Ça ne sert à rien. D'accord. 2 choses. La première, c'est que ces 2 annulations des réunions du CSA montrent à quel point aujourd'hui le processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix est grippé. Donc tout ça milite aujourd'hui en faveur. Je préfère gripper. Je préfère gripper. Je pense que chacun est libre de son diagnostic. J'ai choisi la grippe, donc je vais me tenir à la grippe, qui se soigne peut-être plus facilement que le palu. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, tout ça montre que le processus il est grippé et rappelle tous les partenaires. Je pense que le 5 avril passé, c'est pas loin. Le 5 avril, ça a rappelé à tous les acteurs, les partenaires, que le pays est toujours dans un contexte de fragilité extrême et qu'il fallait faire attention. Et on est toujours dans ce contexte de fragilité-là. La seconde chose, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de l'Algérie, on parle des groupes armés signataires, mais le fond de la question, c'est aujourd'hui le Mali qui doit reprendre et maintenir le leadership dans le processus de paix. Les autorités maliennes doivent tracer la voie à suivre, que ce soit la voie du maintien dans ce processus grippé ou que ce soit la voie de revisiter des questions, même si on ne touche pas à la substance. Alexis Calam. Mais non, moi je crois plutôt qu'on est proche du bout du tunnel par rapport au CSA en tout cas. C'est vrai, on est en droit de penser qu'après la sortie de Boutache et tout, que les Algériens puissent
avoir une poussée de fièvre et vouloir... mais en tout état de cause, on a oublié de prendre leur argument. L'Algérie a écrit que puisque la session est prévue le 11 et que le 12, ils ont leur présidentielle, ils demandent qu'on reporte jusqu'à ce qu'ils tiennent leur présidentielle. Ça peut se comprendre, et surtout, ils disent qu'ils veulent, parce qu'ils veulent une représentation à un niveau élevé. Ils veulent que ce soit le ministre des Affaires étrangères qui vienne. Donc, ça se comprend. Mais ensuite, ce qui est le caractère réjouissant et qui me fait dire qu'on est proche du bout du tunnel, c'est en voyant l'ordre du jour quand même de la session. Il n'y avait que 2 points. Le déploiement de l'armée à Kidal et la négociation, la relecture des accords d'Alger. Donc, ça veut dire que l'ordre du jour avait été discuté et accepté par tout le monde. Je pense qu'au moins à ce niveau, c'est réjouissant. Oui, Baba. Je rebondis sur ce que Alexis vient de dire pour dire que pour moi, ce n'est pas du tout réjouissant. Parce que si on voit l'ordre du jour et qu'on parle de la rediscussion de l'accord qui est important pour le dialogue national dont la date a été fixée au 14 et que l'impératif de l'Algérie par rapport à la présidentielle du 12 l'emporte sur cette nécessité d'avoir cette réunion avant le 14, c'est que justement, ça milite en faveur de ce que j'ai dit, que le Mali reprenne véritablement le leadership par rapport à la mise en œuvre de l'accord. Oui, Maître Konaré, ce sera un peu dommage, puisque sur le terrain, il y a des acquis, il y a des actifs, notamment au niveau du DDR, notamment voilà, au niveau du centre, l'accalmie, les forces armées constituées, 2 comités de suivi de l'accord reportés. C'est dommage, c'est au détriment de tous ces acquis-là sur le terrain, même si on sait que vous n'êtes pas trop d'accord. Non, quand même, il y a des acquis. Ouais. Je me réjouis de l'accalmie qui règne aujourd'hui au centre du Mali. Ça, c'est un grand point à souligner. Mais vous parlez de DDR, pour moi, il n'y en a pas. Vous avez vu le congrès du HCUA à Kidal. Vous venez de voir le congrès du MNLA. Toutes ces forces séparato-terroristes ont fait étalage de leurs armes, de leurs 4x4, de leurs combattants. Et vous appelez ça désarmement? Moi, très rapidement, je voulais aller dans le même sens que vous. Au centre, par exemple, je pense qu'il y a des dynamiques, une dynamique locale, des dynamiques locales aujourd'hui, notamment dans l'État intérieur. Il y a moins d'attentats. Croisons les doigts, si vous voulez. Il y a quand même un processus de DDR. Moi, j'ai interrogé avant-hier le président de la commission DDR. Le Premier ministre était là. Il y a des choses qui se font quand même. On peut dire que ça commence à bouger quand même, notamment dans le centre. Ok, ce sera... Oui, Alexis. Pour moi, déjà, si le principe de la renégociation, la relecture des accords non caducs d'Alger sont acceptés... C'est pas accepté, attention. Non, c'est dans l'ordre du jour. Donc, oui, 65. Oui. Qui demande que les parties se réunissent pour en discuter, se mettent d'accord. Voilà, mais le principe est accepté et le report a été demandé par le président. Donc, pour moi, on peut anticiper au niveau du dialogue. Tu m'as coupé parce que je voulais dire que, en ce qui concerne l'armée nouvelle reconstituée, il y a une réunion qui s'est tenue avec les bailleurs de fonds où vous allez avoir, il y a un calendrier de redéploiement de l'armée reconstituée à Tombouctou, à Gao, à Ménaka et à Kidal. Voilà, ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Nos invités étaient M. Cheikh Oumar Konaré, avocat, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Baba Dankono, chercheur à l'ISS Dakar, Serge Daniel, journaliste et écrivain. 21h politique, le débat autour du sommet de Pau entre le président Macron et les chefs d'État du G5 Sahel, avec comme invité Fatoumata Sako, dite Djina, de la plateforme Défendons le Mali, Noum Sarr du parti FAD, Adaman Diarra Ben le cerveau de la société civile et également Alpha Cissé communicant. C'est à 21h temps universel politique, le débat avec Robert Dissa. Nous on vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah.